Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Venez, on va s'expliquer. Venez, on va s'expliquer, une émission qui se veut particulièrement piquante. Et aujourd'hui, l'actualité est extrêmement riche. On a énormément de sujets à voir. On va débuter par le coup d'État avorté des troupes de Wagner, les troupes Wagner en Russie. On va essayer de comprendre dans quelle mesure éventuellement Poutine serait déstabilisé, quel pourrait être l'impact et quel aurait pu être l'impact de ce coup d'État avorté sur l'économie américaine, dans son rapport dans le rapport entre la Russie et la Chine. Et également, on se posera la question de l'accord des céréales, sur l'accord céréales de la mer Noire. On verra ensuite la fin des tarifs réglementés de la vente de gaz. On verra comment est-ce que c'est synonyme d'explosion des tarifs de gaz. Et on finira par les questions autour des obligations souveraines d'État, les États qui s'en mettent actuellement, qui font le plein autour de leurs obligations, les obligations qui retrouvent de l'intérêt de la part des investisseurs. On essaiera de comprendre pourquoi et si ça a du sens. Voilà, et pour répondre à ces questions, pour traiter tous ces sujets, je suis comme tous les mois accompagné par Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe, vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et avec nous également à distance, tout le temps, à chaque fois à distance, Charles Sana. Charles, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Charles, vous êtes éditorialiste et économiste, fondateur du site insolentiae.com. On va commencer par ce coup d'État avorté en Russie. Philippe, est-ce que c'était une tentative de coup d'État ? Ça en avait tout l'air. Ça commençait comme un coup d'État. Et puis, quelques heures plus tard, le putschiste décide de rentrer dans le rang. J'appellerais ça un coup de théâtre. Et puis, au bout du compte, on se demande si c'est pas juste du théâtre. Voilà. Alors, est-ce que M. Poutine est affaibli et déstabilisé ? C'est probable, on a l'impression qu'il y a une sorte d'unanimité dans la presse pour le dire. Par contre, la presse devrait penser que le vote du Congrès américain qui permet d'ouvrir des enquêtes pouvant mener à l'impeachment de Joe Biden, ça aussi, ça pourrait affaiblir le président américain, qui, comme tout le monde sait, est en pleine forme alors que M. Poutine en est à son 6e cancer. Donc j'ai l'impression quand même que l'histoire russe a quand même permis de ne pas parler du tout des problèmes qui pendent au nez du président américain pour fait de corruption au travers des Hunter Biden Files. Le sujet, c'est la Russie, Philippe. Oui, du coup, alors éventuellement, si on veut rebondir sur la notion américaine, on peut parler de la CIA qui dit qu'elle était au courant de cette tentative de coup d'État, mais pour pas que justement on incrimine ses services, elle a préféré ne pas en parler. Donc peut-être que potentiellement on pourrait rebondir sur ce sujet. On pourra dire aussi que les marchés qui sont très très bien renseignés n'ont pas réagi ni avant le week-end, ni avant le coup d'État, ni après le coup d'État. Alors si vraiment on écoute les éditorialistes, on a l'impression que la Russie va se disloquer dans 10 jours, un mois, grand maximum. Et ça aurait dû avoir, à mon avis, quand même des effets, des retentissements sur le cours du pétrole et du gaz. Si on pense qu'un pays comme la Russie peut se disloquer... et sur le cours des céréales également. Et sur le cours des céréales, mais essentiellement... quand même le gaz, le pétrole, peut-être aussi le titane. Alors maintenant, quand on regarde après 48 heures, 72 heures de recul, on se dit quel est le résultat finalement ? On a quand même des mercenaires Wagner qui se sont déplacés maintenant vers la Biélorussie. Et du point de vue du Kremlin, on a des mercenaires qui vont intégrer l'armée régulière. Une proposition leur a été faite, c'est pas accepté. Une proposition leur a été faite, mais sans quoi ils seront plus payés, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire que Vladimir Poutine payait Prigozhin et ses mercenaires. Je pense que c'était de l'ordre de 2000 dollars par mois, ce qui est quand même une somme considérable, puisqu'elle est 2,5 fois supérieure à la solde d'un soldat russe. Donc je dirais que là, je ne pense pas que tous les mercenaires vont accepter de rentrer dans l'armée russe. Certains vont peut-être vouloir prendre leur retraite. Mais tous ceux qui vont y rentrer sont des combattants aguerris et qui vont coûter en fait beaucoup moins cher au budget de la Russie. C'est même plus que moitié moins, sans oublier que la Russie récupère à son tour du matériel de combat en état de marche relativement. Voilà. Donc
si Poutine est très très déstabilisé, je pense que les marchés devrait en tenir compte, et manifestement c'est pas le cas. Le pétrole n'a cessé de perdre du terrain d'ailleurs depuis le 24 juin et se retrouve à Londres autour de 73 $, bien en dessous de 69 sur le WTI. Donc pour l'instant je ne vois pas cette grande déstabilisation géopolitique, voilà. Mais par contre j'insiste, il faut qu'on continue de se pencher sur le cas de Joe Biden. Alors, au lieu du cas de Joe Biden, on va plutôt se pencher sur l'allié russe qui est la Chine, et on va essayer de comprendre comment est-ce que la Chine perçoit, parce que vous dites que Poutine n'est pas déstabilisé, mais c'était quand même le bras armé, les troupes Wagner, c'est le bras armé. Je ne dis pas qu'il n'est pas déstabilisé, je dis simplement qu'entre le discours et le narratif que là, il va tomber, il va subir de nouveaux coups d'État, et la façon dont les marchés ont l'air d'anticiper. Alors effectivement, vous avez raison, mais probablement que c'était aussi éclair. D'un autre côté, ça s'est passé pendant le week-end et ça a été très éclair. Du coup, les opérateurs n'étaient pas forcément, sauf pour le pétrole, vous avez raison. C'est quelque chose enfin, je veux dire, ce scénario-là, on l'a pas beaucoup, enfin, jamais vu en Russie, bien sûr, et on l'a pas beaucoup vu dans d'autres pays non plus, donc on a du mal à le valoriser, à le valoriser. Charles, bonjour Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme l'a dit Philippe, l'impact a été très modeste sur les marchés financiers. Comment est-ce qu'on l'explique ? On l'explique. Alors, vous venez de conclure en disant on a du mal à valoriser. Ça, c'est effectivement c'est le premier élément. On a du mal à valoriser parce qu'en réalité, on a du mal à analyser. On a du mal à analyser le rôle de la CIA. On a du mal à analyser, de manière générale, le rôle de l'OTAN dans cette histoire. C'est un secret de polichinelle que effectivement, on aimerait bien renverser Poutine pour aider à mettre fin à la guerre. Bon, je suis pas persuadé que renverser Poutine par Prigojine, ce soit la meilleure idée pour mettre fin à la guerre. Remplacer une brute épaisse par une brute encore plus épaisse, je suis même pas sûr que c'était en réalité dans l'intérêt de l'Occident. Je rappelle quand même qui est Prigojine, un ancien cuistot, goûteur du dictateur local, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler pour être politiquement correct. Ce type-là finit par devenir le chef d'une milice privée. Cette milice privée, pour pouvoir faire la guerre et avoir les recrues en nombre suffisant pour répondre à l'appel d'offres du marché ukrainien, se retrouve obligée de vider la totalité des prisons de la Russie, qui est composée d'Hannibal Lecter en puissance et puissance 10 multiplié par 80 000. Bon. Donc, vous avez une espèce de troupe totalement sanguinaire, remplie de psychopathes avérés et défavorablement connus des services de police soviétiques, à qui on donne des fusils, des mitraillettes pour aller faire la guerre en Ukraine. Bon. Et on se satisfait, dans les premières heures du putsch, une espèce d'excitation et d'effervescence générale. Quelle extraordinaire nouvelle, il y a un putsch, peut-être que Poutine va être renversé, mais enfin Poutine va être renversé, si ça avait été jusqu'au bout, par un type encore plus dangereux, entouré d'une troupe totalement sanguinaire. Bon, donc déjà, si vous voulez, là, vous avez un premier point important qui n'a pas été suffisamment relevé et qui n'a pas été suffisamment pointé. Je ne suis pas persuadé que Prigojine et ses psychopathes étaient une bonne alternative à Poutine, qu'on peut taxer de tous les mots que l'on veut, politiquement correct, etc., mais qui quand même, disons-le, parce qu'à un moment donné, il faut quand même un peu dire les choses si on veut un peu penser, un peu réfléchir, Poutine est un type qui est un chef d'État depuis 20 ans et avec qui, quand même, il y a un certain nombre de liens, de possibilités de dialoguer, il y a quand même le respect d'un certain nombre de process internationaux. Bon, donc ils font pas tout et n'importe quoi. Avec Prigojine et ses sbires, c'était loin d'être aussi simple. Moi, franchement, Prigojine et ses psychopathes avec le bouton nucléaire et les 4000 ogives russes, c'était pas un truc, c'est pas une perspective a priori qui me remplissait de joie, voyez-vous. Bon. Donc déjà, premier élément que je souhaitais évoquer. Deuxième élément que je souhaitais évoquer,
Nous allons citer une chaîne qui est LCI. Je pense qu'on peut citer LCI sans tomber ni dans l'outrance complotiste, ni vraiment dans le délire ou ce genre de choses. Ça reste une chaîne plus que sérieuse et plutôt pro-ukrainienne. Elle est même surnommée LCU, la chaîne ukrainienne, par certains réseaux sociaux. Donc appuyons-nous sur ce qu'a dit LCI. Alors, il me semble que c'était David Pujadas il y a mais vraiment quelques jours, c'était juste avant le putsch. Alors je sais plus si c'était Darius Rochebin ou David Pujadas. Enfin bon, vous me pardonnerez, nos auditeurs chercheront, ils vérifieront par eux-mêmes. Et donc à un moment donné, ils se posent la question, mais n'a-t-on pas pris nos désirs pour des réalités? On parle de la faiblesse de Poutine, il ne semble pas faible. On parle de l'effondrement de l'armée russe, elle ne s'est pas effondrée. On parlait d'une contre-offensive éclair des Ukrainiens, bon, elle semble avorter. Nous parlions, comme l'a dit Philippe, avec un tantinet d'insolence et d'impertinence, nous parlions du 16e cancer de Poutine, il n'est toujours pas mort. Bon. Donc, tout ça, si vous voulez, vous avez une grande différence également entre ce qu'on souhaiterait et la manière dont on fantasme les choses et puis la réalité. Alors ça, j'attire l'attention de tous nos auditeurs sur le fait que ce grand écart entre fantasme et réalité, entre manière dont on aimerait que les choses se passent et la manière dont elles se passent réellement, ce grand écart n'a jamais été aussi grand sur l'ensemble des sujets. Alors c'est valable sur la délinquance en France, c'est valable sur l'immigration, c'est valable sur l'économie, c'est valable sur l'état de l'éducation nationale, c'est valable sur l'état de l'hôpital, c'est valable sur absolument tous les sujets. Vous avez le village Potemkin qu'on espère tous, et puis vous avez une réalité qui est bien plus défavorable que ce qu'on veut fantasmer et que ce que l'on souhaite expliquer. Alors ça, quand on voit les choses, non pas par le prisme de l'analyse, du pragmatisme et de la réalité, mais par le prisme de l'idéologie ou de ses désirs ou de ses fantasmes, bien évidemment, on ne peut pas avoir d'analyse pertinente ou efficace. On ne veut pas voir la vérité, on veut voir les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient. Donc les marchés financiers qui sont par essence, on le suppose quand même, le plus pragmatique possible et le plus objectif possible, s'ils n'ont pas bougé, c'est que par la force des choses, rien n'a bougé en réalité. Du coup, ce coup d'État éclair n'aura pas d'incidence sur le pouvoir russe. Pour autant, Philippe, on s'intéresse alors au bloc sino-russe. Depuis le début de cette guerre, on sait bien qu'il y a le bloc occidental d'un côté, le bloc sino-russe de l'autre. Pékin expliquait quand même qu'au lendemain de cette tentative de coup d'État avorté, ils estimaient malgré tout que Poutine et son gouvernement en ressortaient affaiblis. Oui, alors après... Et que c'était pas de bon augure pour leur rapport. Il faut faire très très attention à la rhétorique chinoise, surtout quand il s'agit de messages officiels. Souvent, c'est destiné à être entendu et compris par 1,5 milliard de Chinois, enfin 1,4 milliard, voilà. Donc, ça peut nous sembler conforter notre vision, mais ça vise par exemple en interne, et l'histoire du putsch a été très très peu relayée en Chine, et vous imaginez bien pourquoi. Il n'est pas question qu'en Chine, la population se dise « Tiens, on peut se rebeller contre un gouvernement » ou une milice a bien failli réussir le coup. Ils se sont arrêtés à 200 km de Moscou. Et s'ils avaient été plus loin, est-ce que la population se serait ralliée ? Bon, une partie de la raison de l'échec du putsch, c'est que la population russe et l'armée russe ne s'est pas ralliée au coup d'État. Donc la Chine ne peut absolument pas dire ça, enfin elle ne peut pas évoquer ça. Pékin a tout à fait conscience qu'il ne faut pas être trop dépendant de la Russie pour l'énergie. La Russie poussait pour la signature d'un nouveau giga-contrat de gaz. Et la Chine a préféré se tourner vers le Qatar, vers l'Arabie Saoudite. Donc on voit bien que du côté chinois, il y a un souci de ne pas former ce couple extraordinaire comme le couple franco-allemand, dont vous savez tous les bienfaits dont la France a tiré. Donc la Chine ne veut pas être l'otage de la Russie,
C'est bien clair. Et la Chine ne veut pas non plus donner à l'Occident le sentiment d'être effectivement préoccupé du sort de Poutine ou du succès des opérations russes en Ukraine. La Chine veut être balancée. Et quand on demande à un ambassadeur chinois si pour lui ça serait normal que la Russie se retire du Donbass, il répond oui. Voilà. Alors on ne demandera pas à un Chinois de se retirer du Tibet naturellement, hein. Mais vous voyez que la diplomatie chinoise, elle essaie de nous brosser dans le sens du poil, même si elle n'en pense pas moins. Et l'affaiblissement de Poutine, si ça débouchait sur ce que on avait l'air de dire sur LCI, BFM et d'autres chaînes qui sont manifestement anti-russes, et c'est complètement assumé, ça pourrait poser des problèmes à la Chine et à tout le monde. D'ailleurs, si la Russie devait se disloquer. Alors, le sujet, c'est plus vraiment de savoir l'Occident, l'OTAN, les pays de l'OTAN sont de quel côté. Effectivement, là, bon, maintenant, on sait qu'il y a deux camps très clairs. L'idée, c'est plutôt de savoir, maintenant que le conflit existe depuis 1 an et demi, l'idée, on va essayer, nous, d'essayer de le comprendre d'un point de vue économique, d'un point de vue de faire de la prospective économique. De la prospective politique, comme vous le dites, c'est complètement impossible. Effectivement, qui eût cru que Prigojine allait prendre les rênes du gouvernement russe à l'issue de ce coup d'État éventuel? Pas grand monde. Quand on interroge les Russes dans la rue, ils disent de toute façon, remplacer la peste par le choléra, à quoi ça sert? Donc pas à faire des choses. Faire de la politique fiction comme ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre économiquement comment est-ce que ça aurait pu, sur quoi ça aurait pu déboucher. On sait qu'actuellement, on va s'intéresser à des choses tangibles. Actuellement, il y a l'accord des céréales de la mer Noire qui va poser problème, que ce soit notamment pour nourrir les 3/4 de la planète. Charles, cet accord va prendre fin le 18 juillet prochain. Est-ce que Poutine, dans la situation dans laquelle il est, qu'elle soit plus difficile, moins difficile, est-ce qu'on a une chance de voir cet accord sur les céréales, cet accord de la mer Noire sur les céréales ukrainiennes être prolongé, ou au contraire Poutine risque de vouloir hausser le ton, puisque certains pensent qu'il est affaibli, donc par la chose de choses, hausser le ton et donc dire non, je mets mon veto, stop, on ne va pas plus loin. Je pense pas que l'objectif de la Russie ce soit d'affamer le monde. Je pense qu'il y aura de nouvelles négociations. Je pense qu'il y aura finalement un accord. La Russie essaiera de négocier deux, trois pétouilles qui peuvent l'arranger. Mais enfin, ça changera pas l'épaisseur du grain de blé qui devra être exporté. La Russie ne fait pas ça pour l'Ukraine, évidemment. La Russie fait ça pour le reste du monde, et le fait, encore une fois, de ne pas affamer des populations qui n'ont rien à voir dans cette guerre. Donc, si vous voulez, sur cet accord concernant les céréales, moi, mon analyse là-dessus, elle est assez simple. La Russie, en termes d'image, a bien plus à perdre au niveau international que ce qu'elle aurait à gagner en privant l'Ukraine éventuellement de ce type de ressources. Vous savez, on croit que la Russie est totalement isolée, parce que ça, pareil, ça fait partie de la manière dont on fantasme notre réalité. Alors évidemment, la Russie est isolée des pays de l'OTAN. Donc entre les pays de l'OTAN et la Russie, oui, effectivement, les choses ne se passent pas franchement bien. En revanche, le monde et ses 198 pays ne se résument pas aux pays membres de l'OTAN. Donc évidemment, ni aux pays membres de l'Union européenne, c'est bien plus large. Donc la Russie, elle n'est pas isolée vis-à-vis de la Hongrie, qui est quand même un État membre de l'Union européenne. Elle n'est pas isolée vis-à-vis de la Serbie. Elle n'est pas isolée vis-à-vis d'un certain nombre déjà des pays de l'Est qui font partie de l'Union européenne ou qui vont y rentrer. La Russie, elle n'est pas isolée vis-à-vis d'un certain nombre de pays d'Afrique. Au contraire, Wagner y prend position, et on sait tous très bien que Wagner, c'est le fauné de la Russie et du Kremlin. Donc,
Tout ça, si vous voulez, la Russie a des liens évidemment très étroits avec la Chine, le pétrole russe part en Inde avec qui les liens se développent, vous avez une véritable diplomatie vers l'Iran, vers certains pays du Golfe. Donc, si vous voulez, la Russie n'est pas isolée sur la scène internationale autant que notre propagande, parce que ne nous trompons pas, vous avez évidemment la propagande russe, c'est une évidence, on ne va pas la nier, mais vous avez la même chose chez nous, il ne faut pas en être surpris. Quand il y a une guerre, la première victime, avant tous les morts, c'est la vérité. Donc évidemment, chacun essaye de fourbir ses armes pour manipuler l'opinion. Donc nous, en termes d'analyse, notre objectif, c'est d'essayer d'éliminer un peu tout ce bruit et toutes ces propagandes pour essayer d'analyser des faits et des choses beaucoup plus concrètes. Donc, objectivement, la Russie est isolée des pays membres de l'OTAN, elle n'est pas isolée du reste du monde. Regardez le sommet des BRICS. D'ailleurs, Macron voulait s'y inviter, Poutine a dit « vous êtes bien sympa, vous m'êtes fort sympathique, mais enfin, c'est pas la peine que vous veniez ». Donc, c'était dit à peine plus sympathiquement que ça. Donc, vous avez le Brésil, voilà, la Russie n'est pas isolée. Donc ça, c'est le premier élément de réflexion. Je voulais revenir très rapidement sur ce que vous évoquiez avec Philippe juste avant, concernant la Chine. Lors de son dernier voyage en Russie, vous savez, quand la propagande, qu'elle soit russe ou chinoise, diffuse une vidéo, ce n'est évidemment pas du tout le fruit du hasard. C'est une volonté, c'est un message qu'on adresse au monde. Bon. Et là, en l'occurrence, c'était une vidéo entre guillemets volée, où Poutine raccompagne Xi Jinping à la sortie du Kremlin, descend les marches de l'escalier, ce qui veut dire en langage diplomatique qu'on s'aime très fort et qu'on se fait plein de gros bisous. Et là, il serre la main de Xi Jinping et Xi Jinping lui dit « Faites bien attention à vous, mon ami, on sait à quel point vous êtes très menacé. » Bon. Donc, le coup d'État de Wagner n'est une surprise pour personne, certainement pas pour la partie chinoise. Et quand la partie chinoise et la partie russe diffusent cette vidéo, c'est évidemment volontaire. Et le message implicite est la Chine sait à quel point Poutine est menacé. Et dans le cadre de ces menaces, Poutine peut compter sur le soutien et l'accompagnement de la Chine. Donc, il était évident que la Chine n'allait pas considérer Poutine comme affaibli. La Chine ne considère pas Poutine comme affaibli. La Chine considère Poutine comme étant en guerre contre un ennemi extrêmement puissant qui est l'Occident au sens large. Et Xi Jinping considère être la prochaine cible si la Russie tombe. Donc la Russie de Poutine est un rempart pour la souveraineté chinoise vis-à-vis des États-Unis et du camp occidental. Vous savez, je crois qu'il faut bien comprendre le mobile de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer depuis 20 ans et globalement depuis un événement de césure qu'on va appeler le 11 septembre 2001, Alexandre Adler, grand géopolitologue, avait écrit un bouquin au titre absolument extraordinaire, « J'ai vu le monde ancien finir ». Voilà, bon. Et donc, quand il écrit ce bouquin prophétique, j'ai vu le monde ancien finir, Alexandre Adler sait très bien qu'on va rentrer dans une nouvelle ère géopolitique. Et cette nouvelle ère géopolitique, c'est l'ère des guerres pour les ressources et pour l'énergie. Soyons sérieux, vous ne croyez tout de même pas une seule seconde qu'en montrant sa petite fiole au Conseil des Nations Unies, Powell, le secrétaire d'État américain de l'époque, qui fait un mensonge éhonté sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, lance l'invasion de l'Irak de 2003 pour apporter la démocratie en Irak. Vous avez vu 20 ans après ce qui se passe pour la démocratie en Irak avec 1 million de morts plus tard. Bon. Donc, c'est une guerre pour l'énergie. Lorsque vous regardez les pays sous embargo américain très très dur depuis 40 ans, Venezuela, Cuba, Iran, vous êtes sur soit un endiguement géographique, Cuba, soit sur, évidemment, un endiguement sur les ressources et les matières premières et
l'énergie et le pétrole. Si vous regardez ce qui s'est passé en Russie, jamais les relations n'ont été aussi bonnes entre les États-Unis et la Russie que lorsque vous aviez un homme qui était un véritable poivreau et qui était Boris Eltsine, qui était au pouvoir en Russie et qui était ni plus ni moins qu'un homme des Américains qui faisait ce que les Américains voulaient et donc qui était partisan du fait de rentrer dans ce nouvel ordre mondial et de partager les ressources, ce qui veut dire brader les ressources nationales aux conditions que les Américains souhaitaient pour alimenter le marché international et le fonctionnement du système économique mondial qu'ils considèrent devoir diriger. Et donc, de la paix, je crois, Gorbatchev, non ? Non, moi je vous parle de Boris Eltsine. Ah ouais, d'accord, pardon. Non, Boris Eltsine, il a été prix Nobel, prix Nobel de la vodka. Mais surtout c'est les années effroyables d'Eltsine soumis aux oukases du FMI qui vend les bijoux de famille de l'ex-Union soviétique, etc., qui ouvrent la voie évidemment à la reprise en main par un type qui s'appelle aujourd'hui Vladimir Poutine. Les trahisons de Boris Eltsine, les trahisons politiques, économiques, ont amené à Vladimir Poutine et à sa reprise en main, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'attire l'attention de tous ceux qui nous écoutent sur le mobile profond de ce qui est en train de se passer entre l'Occident et la Russie. Ce n'est pas une guerre pour le Donbass, tout le monde s'en fout, soyons sérieux. De la même manière que quand on va bombarder la Syrie, quand on va bombarder la Libye, quand on va bombarder et occuper l'Irak, quand on va en Afghanistan, c'était pour faire passer des pipelines, etc. Quand on fait toutes ces guerres-là, toutes ces interventions-là, nous les faisons pour le pétrole, nous le faisons pour les ressources, nous les faisons pour l'énergie, dans un contexte, j'espère que tout le monde l'a compris, de raréfaction des ressources. Donc, plus les ressources se raréfient, plus l'accès à ces ressources devient critique. Et quand quelque chose devient rare et que quelque chose devient très recherché, eh bien la tentation est grande d'aller le prendre par la force. Et donc ça, c'est l'histoire dramatique de l'humanité depuis la nuit des temps. Bon. Donc, vous avez là, sous les yeux, ce qui se passe. C'est une guerre pour les ressources. Et c'est pas une guerre pour les ressources ukrainiennes. Je vous coupe un instant, effectivement, je comprends. C'est juste une guerre pour les ressources russes. Parce que vous parlez autant, effectivement, la première guerre en Irak, on a bien compris que sous le sceau de démocratiser, d'importer la démocratie, etc., effectivement, les Américains cherchaient le pétrole irakien. Là, les Russes cherchent quoi ? Il n'y a pas d'énergie fossile en Ukraine. Il y a des céréales, il y a des réseaux, ferrés. Vous ne m'avez pas compris. Parce qu'il y a un agresseur, un agressé, en règle générale. L'agresseur, c'était les États-Unis, l'agressé, c'était l'Irak. Là, aujourd'hui, l'agresseur, c'est la Russie, l'agressé, c'est l'Ukraine. On peut pas, je ne vois pas comment on peut voir ça différemment, en fait. De manière très simple, c'est l'histoire de la géopolitique mondiale. En première vue comme ça, l'agressé c'est l'Ukraine, l'agresseur c'est la Russie. Bien évidemment, c'est pas le sujet. On est tous d'accord là-dessus. Mais ça, si vous voulez, c'est que l'écume des choses. Ça, c'est ce que vous voyez. Ce que vous ne voyez pas, c'est la guerre pour l'énergie et donc la guerre pour le contrôle des ressources russes que se livrent l'OTAN, les pays membres de l'OTAN et donc les États-Unis en tête, avec la Russie de l'autre côté et la Chine. D'accord ? Tout ce qui se passe, il faut que vous reliez les points là-dedans. Bon, la Chine qui fait des accords avec l'Arabie Saoudite pour acheter du pétrole saoudien en yuan. Bon, c'est pas anodin. Donc tout ça, si vous voulez, vous avez un marché global de l'énergie. Vous avez des Américains qui sont devenus aujourd'hui des plus gros producteurs de pétrole que l'Arabie Saoudite. Vous avez un problème qui se pose, je vous en ai pas parlé, mais sur le pétrodollar. Pour que vous ayez du pétrodollar, faut-il encore qu'il y ait du pétro ?
Bon, et le pétro saoudien en 2030, il n'y en a plus. C'est pour ça qu'ils construisent Neom, leurs grandes villes, etc. Ils font une transition de modèle économique, tous nos auditeurs, encore une fois, peuvent aller sur le site Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Tout y est expliqué, tout y est exposé. En 2030, il n'y a plus de revenus du pétrole. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pétrole. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pétrole saoudien vendu en dollars. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pétrodollars en 2030. Ça veut dire que les accords de Bretton Woods fin 71 qui prennent fin en 71 et le dollar n'est plus baqué sur l'or, mais la demande de dollars va être baquée sur le fait que le pétrole va être négocié en dollars. Vous voyez bien que tout ça, c'est en train de prendre fin. Donc, vous êtes dans un espèce d'enjeu et de combat géostratégique, géopolitique pour l'hégémonie qui fait que l'Ukraine, comme le Vietnam, comme l'Afghanistan, comme la Corée, ce sont des proxys d'un combat bien plus vaste et bien plus large. Encore une fois, l'imbécile regarde le bout du doigt quand le sage montre la lune. Bon, l'imbécile, il regarde la guerre en Ukraine et il dit, ne le prenez pas mal, mais l'agresseur et l'agressé, gna 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 gna, mais c'est pas du tout le sujet. La guerre en Ukraine ne prendra fin que lorsqu'il vous aurez un accord entre les États-Unis et la Russie. C'est ça la réalité. De la même manière que la guerre en ex-Yougoslavie a pris fin que lorsqu'il y a eu un accord entre l'Allemagne, entre le couple franco-allemand, l'Allemagne et la France, sous l'égide des États-Unis, et que l'OTAN est allé bombarder Belgrade pour mettre fin à cette guerre. Donc, les relations, et pourtant il y avait bien un agresseur et un agressé en Bosnie-Herzégovine et avec le massacre de Srebrenica. Bon, donc il faut toujours essayer de comprendre, pour celui qui veut analyser, celui qui veut regarder la propagande, il regarde la fiole de Powell au Conseil des Nations Unies et puis il va bêler comme un imbécile. Oh oui, allons apporter la démocratie en Irak parce qu'ils ont des armes de destruction massive. Bon, et puis 20 ans après, il oublie bien vite qu'il s'est fait couillonner. Et puis l'imbécile aujourd'hui, il regarde la guerre en Ukraine. Il y a un agressé, il y a un agresseur, il y a les gentils Ukrainiens, les méchants Russes. Sauf que ça, ok, mais là, vous n'avez rien compris une fois que vous avez dit ça. Vous n'avez rien compris de ce qui est en train de se jouer, de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et c'est ça que j'ai juste essayé modestement de montrer. Alors, modestement non. Mais par contre, du coup, je vais rebondir sur ce que vous dites, Charles. Vous dites, si j'entends bien, et en essayant de regarder un peu plus loin que votre doigt, vous dites qu'en gros, on va vers une raréfaction des ressources. Ce qui est vrai. De l'autre côté, on a le sous-sol américain qui est rempli de gaz et de pétrole, mais ça coûte cher de l'extraire. Du coup, par la force des choses, on sait que le seuil de rentabilité pour extraire le pétrole et le gaz américain, c'est un baril aux alentours de 70-80 $. Moi, qui suis un ancien analyste financier, j'ai quelques bases de calcul, et donc par la force des choses, je me dis que si le pétrole se raréfie, si la ressource se raréfie, ça va faire monter les cours. Or, donc ça veut dire que les Américains vont être à même, les producteurs américains vont être à même d'inonder le pétrole, d'inonder le marché de leur pétrole et de leur gaz. Du coup, par la force des choses, j'entends qu'effectivement, la Russie, j'entends plutôt votre argument de dire que la Russie est une forme de rempart de l'Occident, entre l'Occident et la Chine. Mais de là à dire que l'objectif premier de cette guerre, l'OTAN ne se défend pas pour acquérir des ressources. L'OTAN se défend actuellement, l'OTAN cherche à défendre l'Ukraine, j'ai l'impression. Alors après, j'ai hâte de voir tous les commentaires qu'il y aura sur cette vidéo, mais j'ai quand même l'impression que la problématique aujourd'hui est plus quand on... Enfin, comment dire, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que la problématique énergétique n'est pas au centre de cette guerre-là. Je ne pense pas, en tout cas. Il y a 7 ans, la guerre, elle a commencé avec le Maïdan, dont tout le monde sait, et la CIA s'en est vantée. Le Maïdan est un coup d'État de la CIA, le premier gouvernement dès le départ du président élu. Le premier gouvernement ukrainien contient des membres de la CIA, et notamment la ministre de l'économie. C'est extraordinaire, et c'est pas commenté, mais la réalité est là. Et dès que le coup d'État du Maïdan a eu lieu, commence le flirt entre Moscou et Pékin. C'est tout de suite après que l'on assiste à la signature des plus grands
contrat de fourniture d'énergie entre Russie et Chine. Donc là, manifestement, on jette déjà la Russie dans les bras de la Chine. Est-ce que c'est fait exprès ou pas ? Je ne sais pas, et j'ai du mal à mesurer en quoi ça peut être considéré comme un avantage stratégique pour les États-Unis ou pour l'OTAN. Ce qu'on a observé dès 2015, dès 2016, ça a été la chute du prix du pétrole. Ça a complètement cassé les pattes aux producteurs de shale oil américains. Exactement. Donc, il y a eu des retombées qui n'ont pas été favorables pour les États-Unis. Alors peut-être qu'ils voyaient plus loin. Je ne sais pas, peut-être que les États-Unis sont devenus de plus grands joueurs d'échecs que les Russes. Non, le problème, si j'ai bien compris, entre les États-Unis et l'Europe, c'est un problème d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on n'a pas les infrastructures en Europe pour accueillir pour l'instant la production américaine. Mais dès qu'on l'aura, c'est l'affaire de 3-4 ans. En Allemagne, ils ont mis 12 mois pour construire une usine de regazification. Du coup, par rapport des choses, on est un peu dans le détail. Vous mettez toutes les usines que vous voulez, vous construisez des ports méthaniers en un temps record, c'est tout ce que vous voulez. Ce GNL qu'on va importer des États-Unis va de toute façon nous coûter beaucoup plus cher que le gaz russe. Voilà. Ça dépend. Si on inclut le coût de la guerre dans le prix du gaz russe, ça va coûter très cher quand même. Ouais. Si on est complet, si on essaie de comprendre la construction d'un prix, on pourrait y ajouter le coût de cette guerre. Alors le coût de cette guerre, pour l'instant, l'Europe n'a pas mis non plus des sommes extraordinaires. Les États-Unis, pour l'instant, en sont à 44 milliards. 44 milliards de soutien matériel, financier à l'Ukraine. C'est 3 fois, je pense, ce que l'ensemble des pays européens ont consacré. Donc, on voit bien que c'est les États-Unis derrière qui s'impliquent. C'est la première économie du monde, c'est normal. Non, mais c'est normal. Non, mais ça se passe à nos frontières. Comment se fait-il que ce soit les États-Unis qui mettent 44 milliards et que l'Europe en met même pas 10 ? Enfin, voilà. Donc, on voit bien que c'est une guerre américaine. Hein, non, c'est une guerre occidentale, c'est pas une guerre américaine. C'est une guerre américaine. C'est une guerre américaine. C'est l'OTAN qui a agressé. Alors certes, l'OTAN, les États-Unis sont le premier contributeur au budget de l'OTAN, mais c'est pas pour autant que c'est une guerre américaine. Les États-Unis tirent le plus grand profit de la destruction de Nord Stream, puisque du coup, on est vraiment là obligé de se tourner vers le GNL américain. Nord Stream sera réparé, mais jamais il peut l'être. Il ne sera pas réparé avant 3 ou 4 ans. Et encore, il faudrait que politiquement, ça soit possible. Donc maintenant, on est complètement dépendant du GNL américain. Et aujourd'hui, quelle est la première exportation américaine ? C'est le GNL. Donc d'un côté, ils avancent l'argent pour que l'Ukraine achète des armes, et cet argent avancé, c'est grâce aux bénéfices qu'ils tirent de la vente du GNL à l'Europe. Voilà, l'industrie de l'armement française bénéficie extraordinairement de cette guerre. Bah évidemment, regardez les cours de bourse de tous nos industriels de l'armement. Les cours de bourse, le fantasme qu'on... Mais c'est de la prospective, c'est de la valorisation. Vous avez vu les perspectives de bénéfices des entreprises de l'armement ? On devrait aussi se dire que Bouygues va profiter de la reconstruction après. De la reconstruction de l'Ukraine, après avoir soutenu à travers sa chaîne LCI une propagande de plomb. Enfin, franchement, même les Nord-Coréens sont absolument admiratifs. Faut pas dire n'importe quoi. Mais non, alors dire n'importe quoi. Là, vous allez trop loin. Dire n'importe quoi sur LCI, on a entendu. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi ici non plus, par la force des choses. C'est la réalité. Non, attendez, allez faire un tour en Nord-Corée, vous verrez si. Mais c'est arrêté avec ces arguments idiots. Si la liberté d'expression que vous avez ici, c'est nous, sur notre plateau, vous aurez la même là-bas. Mais arrêtez ça. Mais faut comparer à ce qu'était la liberté d'expression en France il y a 10 ans déjà. Mais on est en 2020. On est sur une très mauvaise trajectoire. Voilà. Et il ne faut pas nous comparer à la Corée du Nord. Parce que le jour où on sera... C'est vous qui nous comparez à la Corée du Nord. Mais vous ? Non, c'est vous, Philippe, vous dites, on n'est pas... LCI, c'est la Corée du Nord, arrête tout à apprendre de LCI, arrêtez, dites pas n'importe quoi. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que la Corée du Nord peut être par moments admirative de ce qu'on peut entendre sur LCI, qui est du grand n'importe quoi. Bon, voilà, non mais tout le monde le sait, Non, tout le monde ne le sait pas, et tout le monde n'est pas d'accord, et tout le monde ne le sait pas, et tout le monde n'est pas d'accord. Non.
Je ne crois pas. Bon, c'est pas tout à fait le sujet. C'est pas le sujet. Ce que je veux vous dire, c'est que avec l'idée qu'on peut toujours accepter le pire, parce qu'effectivement, il y a toujours une Corée du Nord, ou il y a toujours un Venezuela, ou il y a toujours une Somalie quelque part, ça veut dire qu'en fait, on accepte parfaitement qu'on est sur une mauvaise trajectoire, mais que ça va encore, ou comme on tombe d'un immeuble, tant qu'on est arrivé au 3e étage, on dit jusqu'ici ça va. Bon, donc c'est pas le sujet. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis tirent le plus grand profit, évidemment, de la destruction de Nord Stream, et que globalement, les ressources américaines en shale oil et en gaz ne sont pas non plus éternelles, et je pense que même elles s'épuisent beaucoup plus vite que le pétrole saoudien ou le pétrole irakien. Oui, mais là, on parle du pétrole russe, en l'occurrence. Oui, non, mais alors la Russie, elle va avoir des réserves. Elle va avoir des réserves. Si jamais il se trouve qu'ils sont effectivement empêchés d'en exporter, ils vont finalement être les seuls à avoir des réserves. Et à propos de l'Arabie Saoudite, le grand basculement géopolitique, et je ne sais pas si on le mesure, c'est que l'Arabie Saoudite, accepte d'acheter et de raffiner du pétrole russe au nez et à la barbe de l'allié américain, accepte de l'exporter en yuan vers la Chine. L'Arabie Saoudite accepte de tendre la main à l'Iran, qu'on présentait comme l'ennemi irréductible, etc. Et derrière tout ce basculement, il y a la Chine, et qui aujourd'hui a l'air de protéger l'Arabie Saoudite. Eh bien, c'est la Chine. Et qu'est-ce que les Américains y ont pu? On a l'impression que pour l'instant, ils n'ont pas pu grand-chose. Donc ça, c'est un basculement majeur, c'est-à-dire qu'il y a non seulement la puissance industrielle chinoise, mais maintenant, il y a la puissance diplomatique chinoise qui fait basculer le game, comme on dit. Donc il n'y a pas que les États-Unis qui profitent de cette guerre. En tout cas, la Chine, là, a réussi des coups diplomatiques extraordinaire avec l'Arabie Saoudite. L'Iran, ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient alliés. Je dirais que qui se ressemblent s'assemblent, donc les dictatures se comprennent plutôt bien. Mais en tout cas, les États-Unis ont observé, il y a déjà une dizaine d'années maintenant, que la bascule du commerce mondial s'était faite en faveur de la Chine. C'est-à-dire que quand on regarde la carte en 2000 des pays avec lesquels les États-Unis ont le plus d'échanges commerciaux et réciproquement, les États-Unis sont le premier pays pour les échanges de toute nature avec 80% des pays dans le monde. Et 10 ans plus tard, ces 80% des pays ont plus d'échanges commerciaux économiques avec la Chine qu'avec les États-Unis. Donc ce basculement-là, c'est quelque chose de majeur. Et je ne dirais pas que les États-Unis sont forcément en perte de vitesse, je dis simplement que les Chinois, eux, ont considérablement accéléré. Et les Chinois ont réussi à sécuriser leurs approvisionnements en matières premières sans organiser un seul coup d'État, sans organiser une seule invasion, alors que je rappelle que les États-Unis, à l'instant où on se parle, occupent toujours en Syrie, on va dire, une portion du territoire qui est à peu près équivalente à celle qu'occupent les Russes en Ukraine. Juste un petit bémol sur ce que vous venez de dire, Philippe. On vous écoute juste après pour suivre votre raisonnement. Quand vous dites que les échanges mondiaux, commerciaux mondiaux sont en faveur de la Chine, je crois qu'il y a une petite précision qu'on peut apporter, c'est-à-dire que dans les exportations chinoises, il y a une partie de la valeur qui est une valeur américaine, puisque on le voit notamment dans le secteur de la tech, ce sont les États-Unis qui fabriquent les puces qui permettent de développer les processeurs, qui sont appliqués, qui sont intégrés aux processeurs fabriqués en Chine. Du coup, quand ils sont renvoyés aux États-Unis, il y a une partie de cette valeur qui est américaine. On parle des iPhones. Non, on parle de tout. On parle des machines, on parle de tout. On parle du secteur industriel. Du coup, pas à force des choses. Je pense qu'il faut tempérer. Ce que vous dites est juste, mais il faut apporter des précisions. Ouais, en tout cas, c'est pas la valeur réimportée qui provient des États-Unis. Non, mais si on veut être juste, si on est, comme on rentre dans, on va pas regarder le doigt comme le dit Charles, et qu'on va être intelligent et être dans le détail des choses, on ne peut pas dire que les flux commerciaux, les flux commerciaux sont en faveur de la Chine. Non, réellement, si on les travaille, si on les analyse, c'est pas vraiment le cas. Vous disiez, juste après.
À ce moment-là, si on va jusqu'au bout des choses, on va dire que les principaux bénéficiaires de la situation actuelle et de la montée en puissance de la Chine, ce sont les multinationales américaines qui ont délocalisé en Chine. À ce moment-là, allons jusqu'au bout. Donc pour ça que lorsque les Américains se plaignent que les Chinois ne jouent pas le jeu, qu'ils sont vilains et tout, il ne faut quand même pas oublier que ce sont les multinationales américaines qui se sont largement délocalisées en Chine. Alors... Donc, il reste 5 minutes. Je termine sur ce... Charles, c'est à vous après. Sur cette thématique que les Américains ne peuvent pas grand-chose en fait. La Chine est devenue l'usine du monde et la Chine a surtout su sécuriser ses approvisionnements de façon totalement pacifique, alors que les États-Unis, comme disait Charles, la conquête du pétrole, elle se fait toujours de façon guerrière ou relativement violente. Belliqueuse. Donc ça, ce sont en fait deux visions du monde qui s'affrontent. Voilà. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a peut-être plus de pays qui ont envie d'adhérer à la façon de croître et de gagner en influence de la Chine plutôt que la façon américaine qui consiste à allumer des guerres partout. C'est pour ça qu'on a une trentaine de pays qui veulent adhérer au BRICS et à un système d'échange basé sur le yuan qui ne sera jamais pas tout de suite en tout cas. Ça ne sera jamais une monnaie de réserve comme peut l'être le dollar, parce que c'est pas une monnaie convertible, ça sera juste une monnaie commerciale. Mais tous ces flux qui se feront au yuan, c'est autant de pétrodollars ou de matières premières dollars qui vont manquer aux États-Unis pour refinancer leurs dettes. Et ça, c'était quelque chose qu'on voulait aborder aussi. On le fera peut-être en une minute. Non, Philippe, je suis désolé, on n'a pas le temps, surtout si on veut entendre Charles. Voilà. Mais non, par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on va traiter ce sujet-là lors de notre prochain Venez, on va s'expliquer. L'enjeu, voilà, je termine là-dessus, c'est que on voyait déjà les flux commerciaux basculer en faveur de la Chine. Et aujourd'hui, si en plus de ça, les flux commerciaux passent par le yuan, ça va poser aux États-Unis un problème existentiel majeur qu'il n'y aura plus ces pétrodollars pour financer les déficits américains. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Et mais comme vous dites, après, effectivement, le dollar, c'est la monnaie de réserve dans le monde. Et de là, puisqu'on parle effectivement de dédollarisation, c'est un sujet qui revient de plus en plus, mais effectivement, il se heurte à chaque fois au fait que le dollar soit une monnaie de réserve, la monnaie de réserve mondiale. Oui, ça ne va pas cesser d'être le cas, mais le seul fait qu'on ait 5, 10, 15% d'échanges en moins en dollars fait que les problèmes de financement américain vont être absolument insolubles. Charles, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, j'en pense vraiment, et je reviens là-dessus. Le mobile de la guerre actuelle, de la montée des tensions, et vous voyez bien tout ce front, hein, ça va de l'Ukraine à Taïwan, ça va de l'axe sino-russe avec évidemment opposé à l'axe otanien de l'autre côté. Vous voyez bien, Philippe l'a tout à fait justement dit, qu'on a un problème qui se profile sur le pétrodollar, puisqu'encore une fois, pour qu'il y ait du pétrodollar, il faut qu'il y ait des transactions de pétro, donc de pétrole. La récupération pour les États-Unis, je vais vous résumer les choses de manière suivante. Pour qu'il y ait du pétrodollar, il faut qu'il y ait des ventes de pétro. Alors, il faut qu'il y ait des ventes de pétro assurées par l'Arabie Saoudite. Et si l'Arabie Saoudite ne fait plus de ventes de pétro, il y a une manière extrêmement simple de compenser les achats de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne auprès de l'Arabie Saoudite qui se comptaient en dizaines de milliards chaque année, qui donc faisaient des dizaines de milliards de pétro chaque année, en vendant du gaz GNL américain à l'Europe pour un montant équivalent. Et là, vous n'avez pas du tout de diminution de pétro. Sachez que cette volonté américaine de gérer les flux de son pétrodollar. Elle existe depuis Donald Trump. Donc c'est Donald Trump qui en premier va mettre en place cette nouvelle politique d'abord d'endiguement de la Chine et ensuite de gestion de la masse monétaire en pétrodollars et donc du nombre de transactions. C'est Donald
Donald Trump, enfin, sous l'administration de Donald Trump, qu'on va théoriser du côté américain, le fait de vendre le gaz de schiste américain pour assurer ce volume de pétrole. Je vais un tout petit peu plus loin dans l'explication. Avant, la création de pétrodollars était assurée par les ventes saoudiennes. Aujourd'hui et demain, les ventes de pétrodollars, enfin le volume de pétrodollars, va être assuré non pas par l'Arabie saoudite, mais par les ventes, ni plus ni moins que de gaz de schiste, de GNL et de produits énergétiques américains directement extraits du sol américain et vendus en dollars américains directement par les États-Unis à des clients. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que les États-Unis vont avoir des excédents commerciaux. Ils vont avoir des excédents commerciaux liés à l'énergie. Ils vont devenir et ils deviennent un exportateur net d'énergie. Ensuite, ils vont assurer la force de leur monnaie de cette façon-là. Ensuite, ils vont assurer le financement de leur appareil militaire et donc de leur puissance par cette manière-là. Ensuite, ils vont pouvoir distribuer des prébendes, je te donne de l'énergie ou je ne te donne pas d'énergie, en fonction de mon bon vouloir et donc de mettre un certain nombre de pays dans la dépendance. Aujourd'hui, le mix énergétique européen, la réalité, c'est que notre mix énergétique, aujourd'hui, il est 100% dépendant des fournitures des Américains. Voilà, puisque une fois qu'on se passe du gaz russe, il ne reste plus que le GNL américain. Donc on est quand même, on n'est pas bien patron, comme on dirait chez Lidl. Bon. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qu'il faut avoir en tête quand on regarde la situation actuelle. Il faut l'avoir sur une longue vue et il ne faut pas s'imaginer que la politique américaine est devenue différente sur le plan géostratégique entre l'administration Trump et l'administration Biden. On présente les choses un petit peu différemment, mais vous avez quand même bien vu, j'espère, la continuité des tensions entre ce qu'avait fait Trump avec la Chine et ce qui se passe aujourd'hui avec Biden. C'est exactement la même ligne. La CIA avait, dans son bouquin géostratégique, qui est tout à fait public, désigné la Chine comme l'ennemi numéro 1 à endiguer. Donc c'est exactement ce qui se passe. Et donc la Chine, elle, Philippe en a parlé là des multinationales, vous avez évoqué le fait que quand je fabrique un iPhone et que je le vends pour $2000, mon iPhone, il y a $300 pour la fabrication de PIB en Chine, et puis il y a $1700 de PIB qui est fait aux États-Unis ou en Europe, là où l'iPhone est vendu. Et donc vous allez dire, regardez, la Chine en fait c'est tout petit en termes d'argent par rapport au flux qui est vendu sur un iPhone aux États-Unis. Et c'est extrêmement juste. Et c'est là justement, et il faut aller plus loin, c'est-à-dire là vous avez posé le constat et votre constat est juste. Et donc, qu'est-ce que ça implique, ce constat ? Ce constat, il implique que quand on a délocalisé nos usines en Chine, nous avons délocalisé nos usines, nous avons délocalisé nos emplois, tout ça, on l'a tous compris. Et ce qu'on a moins compris, c'est qu'on a délocalisé notre pollution. On a délocalisé les problèmes environnementaux. Et donc la Chine aujourd'hui, qui est confrontée aux mêmes défis environnementaux que nous, voire plus graves, puisque c'est devenu l'usine du monde, donc elle a recueilli toute la pollution du monde. Vous savez, c'est très facile de passer des normes environnementales drastiques en Europe quand il n'y a plus une seule usine et que les usines qui polluent, elles sont en Chine. Bon. Donc ça, vous voyez, c'est l'hypocrisie typique des Occidentaux. Et donc la Chine aujourd'hui, elle vous dit, moi, je veux prendre plus de valeur sur la chaîne de valeur mondiale. Et ce que vous disiez très justement de l'iPhone, la Chine, elle veut plus $200, mais elle en veut la moitié. Et elle veut 50% de la valeur. Pourquoi ? Parce qu'elle considère qu'elle a la pollution, qu'elle a les problèmes sociaux, qu'elle a tout ça. Et donc, la Chine, elle veut prendre sa place dans le concert des nations. Et les États-Unis, ils n'ont pas envie de lui laisser la moitié de la marge. Bon. Donc, tout ça, vous voyez bien, les confrontations qui sont absolument majeures et qui, aujourd'hui, éclatent. Et vous savez, une crise, c'est quoi une crise ? Une crise, c'est juste le passage d'un état stable à un autre état stable. Et donc, le monde, à épisodes réguliers, passe d'un état stable à un autre état stable. Alors, l'état stable précédent, c'était la guerre froide. Avant qu'on soit dans la guerre froide, c'était l'entre-première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, etc., etc. Donc là, nous sommes à un moment absolument historique où la mondialisation se cherche,
et où on n'a pas encore trouvé l'accord pour le nouvel ordre mondial. Quel sera le nouvel ordre mondial? Est-ce que ce sera un ordre mondial purement américain avec un partage des ressources et des matières dirigé par les États-Unis, ou est-ce que ce sera un nouvel ordre mondial multilatéral, ce pour lequel la Russie ou la Chine plaident, et ce que la Russie, la Chine et l'Inde veulent, et ce que refusent les États-Unis? Vous avez là le point exactement. Et fondamental. Tout à fait d'accord avec vous. Et c'est exactement, et je pense qu'on va finir là-dessus, Philippe. Je suis désolé. Ça fait 55 minutes. Je vais quand même dire le mot, c'est que les Chinois, on a déjà prévu de les mettre à l'amende, justement parce que ce qu'ils produisent est carboné, et ce qui va revenir de Chine va subir une taxe carbone, naturellement, qui va augmenter le prix des produits pour le consommateur, voilà. Ok, faut pas oublier tout ça, messieurs, est passionnant. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, Philippe, de prendre tout ce temps-là avec nous pour nous donner votre point de vue, vos points de vue, vos analyses. Donc, merci pour ce nouveau numéro de Venez va s'expliquer. Donc, j'étais avec Philippe Béchade, rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien, et avec Charles Sana, éditorialiste, économiste et fondateur du site insolenciae.com. Merci beaucoup, messieurs. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Alors, est-ce qu'on se revoit avant autour du 20 juillet peut-être? Charles, le 20 juillet, vous serez avec nous ou... Avec grand plaisir. Eh bien, parfait. Alors, je vous donne rendez-vous le 20 juillet prochain. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Finance.